Salut à tous, donc c'est la dernière vidéo sur le TA08 Pro. Je vais vous montrer un peu la notice. Je vais vous montrer ensuite la voiture, le montage que j'ai fait et les éléments que j'y ai mis. Voilà. Donc pour la notice, on est sur une notice Tamiya tout à fait standard. La voiture est présentée avec une batterie 6,6 volts. Je ne sais pas ce que c'est leur délire, mais il semblerait que ce soit assez courant en compétition au Japon. Voilà. Donc on peut voir que c'est une voiture qui a deux courroies, pas de platine supérieure d'origine. Le châssis est prévu pour être très très flex. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place sur le châssis. Le servo low profile est un peu obligatoire, entre guillemets. Bon, vous n'êtes pas obligé en réalité, mais c'est mieux si vous voulez mettre vraiment tous vos éléments au plus proche du centre de gravité, enfin au plus bas sur le centre de gravité. C'est mieux d'avoir un low profile. Ça permet de mettre le récepteur ainsi que la boîte à câbles derrière le servo. Donc voilà, là on a les éléments qui ne sont pas fournis d'origine, donc le variateur, le récepteur, la radio, le servo, la batterie et le moteur. Les outils de base, bon bah ce sont les outils de base quoi, que tout bon modélisme se doit d'avoir. Alors la pince Bruxelles est littéralement obligatoire, c'est-à-dire que si vous avez pas ça, vous allez galérer à mettre toutes les petites rondelles. Comme je disais sur une de mes vidéos, la voiture est cafie de rondelles de partout, de rondelles de calage. Il y a des rondelles de partout, de rondelles de calage littéralement de partout. La colle cyanoacrylate, bon, pour coller les pneus, voilà. Je crois que si je dis pas de bêtises, d'origine, il n'y a pas de pneus dans la boîte. Il faudra les prévoir. Voilà, bon, la pince, ça... les pinces, on s'en passera. On prendra les pinces dédiées aux amortisseurs en alu. Parce que toujours pareil, si vous utilisez ça, vous allez foirer vos amortisseurs. La petite pince coupante, c'est bien pour dégrapper les pièces. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cutter, mais dans ce cas-là, il vous faudra au moins un des deux. Les ciseaux à carrosserie, pareil, obligatoire. Il n'y a pas de carrosserie avec la voiture, évidemment, mais prévoyez d'en avoir parce que normalement, si vous êtes à peu près normaux, vous allez mettre une carrosserie sur votre voiture, donc c'est bien d'en avoir. Voilà, pour information, moi je n'en ai pas encore. Voilà, 25 ans de modélisme et toujours pas de ciseaux Alexan. J'ai presque honte. Donc voilà, là a priori on nous explique voilà comment faire attention pour utiliser son modèle réduit. Voilà, on évite de s'envoyer les pièces dans la tronche, parce qu'a priori ça peut arriver. Peignez votre carrosserie avec un pinceau. Non, je déconne, faites pas ça. Sinon vous allez mettre 1 milliard d'années et ça va être moche, ça va être lourd, ça va être... voilà. Achetez des bombes de peinture, c'est bien les bombes de peinture. Ou si vous êtes un peu fifou, un aérographe. Mais voilà. Je vous montrerai ma carrosserie. C'est ma première que je fais à l'aérographe. J'en suis assez fier, mais c'est encore très très perfectible. Et c'est plus compliqué à utiliser que des bombes de peinture, vraiment. Voilà, bon, la radio. Chargez bien votre batterie avant de commencer à monter votre modèle réduit, parce que vous allez avoir besoin de la batterie pour vérifier déjà le sens de rotation du moteur et le neutre du cerveau. Donc voilà, chargez votre batterie. Donc là on attaque direct par les triangles. Donc c'est les triangles avant. Je vais vous montrer ça en même temps sur la voiture, comme ça au moins vous avez
Merci la perceuse. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon bébé. Hop, donc on peut voir que c'est une peinture à l'aérographe. Donc, pour vous parler rapidement de la voiture. Donc on est sur une carrosserie Montec Monte Carlo Superleggera. Donc c'est effectivement très très léger et en même temps sûrement très très fragile. J'aime beaucoup la carrosserie, j'aime beaucoup moins le fait qu'elle soit Superleggera. J'aurais pas dû prendre ça, surtout que je roule sur des parkings pour le moment, donc voilà, ça me pose un peu problème. Là il faut savoir que pour la carrosserie j'ai utilisé donc un blanc perlé nacré de chez je ne sais plus qui. C'est pas de la Tamiya, c'est de la. Oh, j'ai oublié, c'est une autre marque. Et il y a pour la décoration du marron, du rouge, du rose, du blanc. Voilà, je pense qu'il y a pas loin de 5 ou 6 couleurs différentes. Voilà. Je ne vous cache pas que je suis quand même assez fier pour une première de ma petite carrosserie. Voilà, je suis très très contente. Même si je pense que tout le monde s'en fout un peu, mais moi je suis contente. Voilà. Donc, le châssis. Hop, je vais essayer de cadrer un peu mieux et je vais essayer de faire la mise au point un peu mieux aussi. Hop. Hop, donc on est sur un moteur Surpass-Hobby supersonique en 10 tours et demi. Le variateur, c'est un Quick Run 10 BL 120. Le tout est monté évidemment en Sensored. Le cerveau, SPL ou SPT, à chaque fois j'oublie le nom de la marque. En plus j'ai mis l'interrupteur dessus, donc je ne pourrais pas voir. Le récepteur. Et la boîte à câble. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je me suis fait chier à faire du câble management. Voilà, donc hop, je vais essayer de reculer un peu le micro sans vous faire trop mal aux oreilles. Donc là, on va quand même regarder les pièces qu'on n'a pas vues dans les vidéos précédentes, en particulier les amortisseurs. Je ne pense pas que je les démontrerai, mais on va en parler en tout cas. Voilà. Du coup, on parlait des triangles avant. Donc l'ensemble est entièrement sur rotule. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 cales. Voilà, il y a 4 cales, c'est complètement what the fuck. Pour les triangles. Alors, est-ce qu'on peut les voir, les triangles? On va peut-être les voir de là. Hop. Donc là, on peut voir que les triangles, ils sont pas droits. Ils sont identiques à droite et à gauche. Parce qu'ils ont eu la bonne idée de les faire parfaitement symétriques. Voilà, c'est des pièces qui sont très très chargées. Oh, est-ce que je vais arriver à la poser sans tout casser? C'est des pièces qui sont très très chargées en carbone. En fibre en tout cas. Là on peut voir, j'ai fait une sortie avec déjà. Et il n'y a rien qui est rayé, il n'y a rien qui a tapé à part au niveau du châssis, au niveau du bossage derrière, au niveau du moteur. Parce que le moteur est une des rares choses qui n'est pas penché à 5 degrés comme tout le reste du châssis. Parce il a cette particularité d'être en V et que du coup tous les éléments posés dessus sont en V aussi. Une histoire de centre de gravité, une histoire de recentrage des masses. Voilà.
Donc là, on est en train de monter quasiment tout le train avant, hein. Tout est sur roulement. Là, on parle des colonnettes en acier qui permettent de tenir les renvois de direction. On voit que moi, je les ai montées avec... On va essayer de se mettre au milieu. Hop. On voit que je les ai montées avec des vis inox à tête cylindrique. D'origine, on est sur des vis à tête bombée. Donc c'est relou, hein, voilà. Dans l'ensemble, j'ai essayé de mettre de la vis inox de partout, comme vous pouvez le voir. Et effectivement, là, pour le renvoi de direction, si j'ai pu mettre de la cylindrique. Bon, après, c'est pas des modèles qu'on monte en serrant au taquet, donc on n'est pas non plus obligé de mettre de la cylindrique de partout. Mais c'est plus joli, hein, voilà, c'est plus technique. Alors, voilà, ça c'est les supports de carrosserie arrière. Alors moi je trouve ça complètement hallucinant. Les supports de carrosserie passent au milieu du triangle arrière. Voilà, je pense pas que ce soit la seule voiture qui soit réellement comme ça. Mais je trouve ça assez ouf. Je trouve ça vraiment ouf, quoi. Enfin, vraiment ouf. Ça va, on n'est pas non plus sur un truc réellement complètement dingue, hein, mais je trouve ça intéressant. D'habitude, les supports d'amortisseurs, enfin les supports de carrosserie partent des supports d'amortisseurs. Là, je trouve que c'est assez original, en fait. Voilà. Bon, à l'avant, c'est beaucoup moins original. On est sur un support de carrosserie qui est assez standard. Il y a un support de puce avec. Voilà. Du coup, ça, c'est complètement inutile, en réalité. Parce qu'il me semble que les puces modernes ne s'accrochent plus comme ça. Alors, du coup, oui, je reviens vite fait sur les triangles quand même. Il vous faut la pince exprès, hein, pour mettre ces rotules-là. Elles sont assez balèzes, donc si vous les mettez à la pince, vous allez abîmer le plastique du triangle. Oui, désolé, hein, c'est un peu brouillon, parce que en fait, je fais ça en mode YOLO, donc voilà. Je ferai un peu de montage quand même. Donc, le support moteur, je ne sais pas si on va bien le voir là. Le support moteur avec sa couronne. Donc moi j'ai monté le module Tamiya parce que je roule pas mal sur des parkings. Fourni avec la voiture, il y a une deuxième couronne en module 48. Donc voilà, si vous voulez... Alors par contre elle est un peu plus grande en diamètre et du coup on n'arrive pas à avoir les mêmes ratios. Je vous cache pas que le pignon de 20 dents d'origine est vraiment trop petit je trouve qu'il est vraiment trop petit pour la voiture. Je suis passé en 25 ou en 26 là. Du coup, avec la couronne en 48 dp qui est plus grande, on aura moins de possibilités de monter des pignons plus grands. En 48 dp, donc du coup on va se retrouver avec des ratios bloqués, avec des pignons trop petits, quoi. Donc voilà, je trouve pas ça fifou quoi. Je sais pas s'il existe une option 48 dp. Je sais pas s'il existe une option 48 dp plus petite que celle d'origine. Après, je pense que ça se bricole assez facilement. Ça ressemble beaucoup à du free racing en termes de couronne et en termes d'attache de couronne. Donc, je ne sais pas si c'est pas un petit peu compatible. À voir. Je verrai ça quand j'aurai tué ma couronne et je vous le dirai. Donc, les différentiels, ce sont des différentiels à pignon avant et arrière. Pas de spool d'origine. J'ai envie de dire merci Tamiya. Si on a envie de monter un spool à l'avant, on le fera. Dans l'ensemble, la plupart des gens qui vont acheter cette voiture, ils rouleront pas
Ils rouleront pas en salle, ils rouleront pas sur des terrains, voilà. Donc, monter un spool sur une voiture qui va, dans la plupart des cas, je pense, rouler sur parking. Enfin, monter un spool là-dessus, c'est pas fifou. J'ai un spool sur la Sakura, c'est pas fifou. Voilà. Je trouve pas ça fifou. Je l'ai laissé parce que je vais pas changer une pièce qui fonctionne. Voilà, mais je trouve pas ça fifou. Voilà. Donc du coup, pour les différentiels d'origine, c'est des pièces en plastique à l'intérieur. Les pignons, enfin les planétaires et satellites sont en plastique. Lors de sa première sortie, je n'ai eu aucun problème, ça s'est rodé gentiment et ça fonctionne parfaitement. On sent une réelle différence au toucher par rapport à la 10 000 à l'avant et la 3000 à l'arrière. Je dis ça parce que j'ai d'autres modèles réduits où l'impression n'est pas aussi marquée. Et au-delà de ça, j'ai même l'impression sur certains autres modèles réduits que on peut mettre à peu près n'importe quelle huile dedans, ça change pas grand-chose au toucher. Voilà, ni au pilotage d'ailleurs. Enfin, je parle principalement de mon BX8 SL que j'aime beaucoup, qui a des différentiels du BXR S1 et qui sont à mon avis vraiment trop petits en contenance, enfin, pour être efficace, quoi, voilà. Ce qui n'est pas le cas de mon NXT RR, qui lui, on sent que quand on change l'huile, il y a une réelle différence. Là je suis passé de 7000 à 10 000 devant, j'ai senti la différence même au toucher. Voilà, c'est pas le cas sur d'autres modèles. Ça me fait comprendre pourquoi certains pilotes et certains utilisateurs montent genre sur leur BX, sur la BX8, montent de la 50 000 devant, quoi. Enfin voilà, ça me paraît logique. Ça devrait pas être le cas, mais ça me paraît logique. Les réglages, je sais pas si on va les voir, les réglages de tension des courroies se font par excentrique. Après, comme je vous disais, c'est pas... voilà, on est sur un châssis qui a beaucoup de flex. Du coup, la tension des courroies est assez anecdotique. On s'en fout un petit peu. Le but, c'est que au repos, les courroies soient... voilà, soit libres et tendues en même temps. Le flex du châssis, ça se résume quand même à ça. Voilà. Alors, du coup, il y a plein de gens qui achètent des cellules, enfin une platine supérieure sur AliExpress en carbone pour enlever le flex du châssis. Bah, les gars, en vrai, achetez pas ce châssis si vous voulez pas de flex. Il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour avoir du flex. Donc voilà, moi je comprends pas le principe de foutre une platine supérieure sur ce châssis. Ça me je veux dire, il y a d'autres châssis chez Tamiya qui permettent d'avoir un châssis réellement rigide sans devoir réinvestir après par-dessus. Sans avoir à réinvestir après par-dessus en option, quoi. Je veux dire, on prend pas ce châssis-là si on cherche pas un châssis qui a du flex, quoi. Ça me paraît complètement loufoque de remettre une platine supérieure par-dessus. Voilà, je pense que je vais le dire 1 milliard de fois parce que c'est vraiment quelque chose... Il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir acheté ce châssis-là parce qu'il avait du flex et que j'aurais mieux fait de prendre un TRF 420 ou blablabla. Bon, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Et ensuite, si j'avais pas voulu de flex sur mon châssis, j'aurais pris un TT02 SR que je vous présenterai sûrement sur une des prochaines vidéos, qui est la voiture de mon copain, qui est, comme je le disais dans la vidéo précédente, pas loin d'être de la même qualité que le TA08 Pro. C'est-à-dire qu'on est voilà, sur le TT02 SR, qui est donc une version haut de gamme du TT02 d'origine, qui est livré pour ainsi dire pareil que le TA08, hein. Pas de carrosserie, pas de rien. Enfin voilà,
Rien. Et des pièces renforcées, et de l'hydraulique, enfin, bon. Bref, je vous montrerai le châssis, c'est assez ouf, quoi. Le TT02SR, il est assez ouf. Donc voilà, les gens qui me disent t'aurais mieux fait de prendre un TRF, je leur dis j'aurais mieux fait de prendre un TT02SR si j'avais voulu vous écouter. Ce n'est pas le cas, j'ai acheté enfin, mon homme m'a offert un TA08 Pro parce qu'il savait que je voulais ce châssis-là, et je voulais ce châssis-là pour le flex qu'il a. Voilà. Oui, j'ai passé 2 heures là-dessus, je sais. Les gens m'énervent. Les gens m'énervent. Donc, les triangles, avant comme arrière, sont identiques. Et ils sont réglables par ici. Voilà. Bon, c'est un peu la galère à régler, je vous le cache pas. Et je pense qu'il faut un banc de réglage, parce que vous pouvez pas régler, le régler via la longueur du triangle. Il y a pas de, enfin c'est pas comme une biellette où vous pouvez mesurer entre les deux chapes. Là il y a rien pour régler, donc à part avoir un banc, c'est mort. Voilà, donc si vous voulez faire de la compétition, il faudra passer par l'achat d'un banc. C'est un peu obligatoire. Donc là, les cellules, on trouve sur des sites chinois, on trouve des cellules en alu. Que l'on soit bien d'accord, je pense littéralement que ça ne sert à rien. Voilà, il y a des options, j'en parlerai plus tard, il y a des options qui peuvent être utiles, il y a des options que je regarde pour éventuellement upgrade un peu la voiture. Mais alors les cellules en alu, putain, s'il y a bien un truc qui sert à rien, c'est ça, quoi. Donc on peut voir que l'ensemble de la direction, enfin je sais pas si on le voit, mais en tout cas on le devine, l'ensemble de la direction est sur roulement à billes. Hein. Il y a pas, voilà. L'ensemble de la voiture est sur roulement à billes d'origine. Il n'y a rien à acheter à ce niveau-là. Heureusement, j'ai envie de dire, au prix de la bagnole quand même, même si c'est un modèle pas loin de la compétition, voilà, on s'attend quand même à avoir des roulements à billes de partout d'origine quand même. Les cardans, c'est quelque chose que je voulais vous montrer, parce que ce sont des jolies pièces tout simplement. Hop. Donc à l'arrière, si j'arrive à faire la mise au point, oui. Donc à l'arrière, on a des cardans alu bleu. Voilà, c'est des cardans homocinétiques, tout ce qu'il y a de plus standard. Et à l'avant, on a les mêmes, mais en noir et en acier. Voilà. Pourquoi ils ont fait des modèles différents, je ne sais pas. Je sais juste qu'ils font 44 mm et qu'ils sont donc compatibles avec les cardans de chez Free Racing. Voilà, donc si vous avez une case de cardans, vous pouvez regarder chez Free Racing, les cardans font 44 mm. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les cardans. Alors, les amortisseurs, c'est la première fois ou l'une des premières fois que l'on a des amortisseurs qui sont situés en dessous du plan de la roue chez Tamiya. C'est-à-dire que la roue dépasse l'amortisseur. Voilà. Ils se sont vraiment fait chier à baisser le centre de gravité au maximum. Donc, là, on a un amortisseur de TT02. Hop. Et on peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence de taille. Les ressorts d'origine du TA08 sont les ressorts verts, donc les médiums,
Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ces amortisseurs? Ils sont assez faciles à monter. C'est pas l'horreur absolue. En bas du corps d'amortisseur, on n'a qu'un seul joint. Voilà, qu'il faudra quand même prendre le soin de graisser avant montage. Les pistons sont maintenus sur les axes par des circlips. Voilà, les tiges d'amortisseur font 3 mm et demi, enfin 3 mm et demi. Je vais vous dire ça. 3 mm. Donc les tiges d'amortisseur font 3 mm. Et en longueur, franchement, elles sont pas bien grandes, j'ai envie de dire. Elles doivent faire entre 15 et 20 mm. Je dirais plus 15 que 20 même, puisque du coup la cote de l'amortisseur est donnée pour 9 mm. Donc entre la chape et le début du corps, il y a 9 mm. Donc on n'est pas sur un débattement de ouf. En même temps, c'est pas fait pour, hein, voilà. L'huile d'origine, c'est l'huile claquée au sol de chez Tamiya, là, la jaune. Il propose de mettre de la 400 dedans. C'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Enfin, j'ai mis de la 450 parce que j'avais pas de la 400. Bon, je pense qu'on n'est pas à un grade 50 près, mais du coup, ouais, j'ai mis de la 450. Ma foi, ça marche plutôt bien, hein, voilà. Je sais pas pourquoi on fait tout ça enfin bref. Ça marche plutôt bien, voilà, il n'y a pas de fuite, pas de problème. Ça se purge bien. Bref, il n'y a pas grand chose à dire. C'est du Tamiya, quoi. C'est facile à monter, c'est facile à régler. Voilà. Bon, évidemment, tout est sur rotule. Que ce soit en haut ou en bas. Comme toujours, pince à rotule obligatoire, les petites pinces en alu. Alors, support d'amortisseur, il y a littéralement rien à dire, si ce n'est que ce n'est pas une vis traversante dans l'amortisseur, c'est une vis sans tête. Du coup, on a une vis sans tête dans le support d'amortisseur. Cette vis sans tête dépasse et on vient y visser la rotule de l'amortisseur, la rotule supérieure de l'amortisseur. Donc voilà, pareil pour en bas. Dans le support de... On va le mettre dans l'autre sens. Dans le support d'amortisseur, qui se trouve là, hein, la pièce qui est tenue par les deux vis qui sont là. Dans le support d'amortisseur, on a une vis sans tête, une cale bleue, eh oui, et ensuite, vissé sur ça, on a la rotule. Donc ça fait... Enfin, je trouve que là, ils se sont un peu lâchés. Ils nous mettaient une rotule un peu plus longue et pas de rondelle, c'était bien. Parce que là, je crois qu'on va démonter la rotule, il y a une chance non négligeable qu'on perde la rondelle. Pourquoi ils ont mis une rondelle? Parce que l'amortisseur passe tellement près... Je vais faire une mise au point là-dessus. Voilà, l'amortisseur, il passe tellement près du support d'amortisseur, en bas, que la rondelle était obligatoire. Donc si vous perdez cette rondelle, l'amortisseur va venir toucher la pièce rapportée du triangle. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il y a watt milliard de rondelles sur toute la voiture. C'est que les mecs, plutôt que de créer des pièces en plastique directement aux bonnes cotes, ils ont préféré foutre des rondelles, quoi. Voilà. Donc là on parle du moteur sur la notice. Le moteur, donc moi j'ai pris un 10 tours et demi. À l'origine j'avais mis un 8 tours, un peu vieux, beaucoup vieux, même une bonne quinzaine d'années. J'ai préféré le remplacer par un moteur en 10 tours et demi, sans réglage d'avance, puisque le variateur le fait déjà. Et
et pas spécialement démontable, pas spécialement, voilà. Je voulais prendre un moteur simple, mais moderne. Donc le pignon d'origine, c'est un pignon 20 dents. Je sais pas pourquoi ils ont prévu un pignon 20 dents, en fait. C'est trop petit, quoi. C'est tellement trop petit. Enfin, avec le 8 tours et demi, la voiture, elle allait aussi vite elle est aussi vite qu'un brochette, quoi. C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ça peut littéralement encaisser bien plus. D'autant qu'on se retrouve avec un 25 dents aux alentours d'un ratio 5,2, si je dis pas de bêtises, qui me semble être... Alors, je suis pas une grande connaisseuse des ratios et des patins couffins. En général, je roule plutôt au feeling. Mais il me semble que 5,2, ça commence à être un ratio assez standard et assez moyen. Voilà, dites-moi-le si je me plante, mais il me semble que voilà, 5,2, on est aux alentours d'un ratio à peu près standard. Voilà, il y a une protection du moteur qui est réglable là, qui englobe bien le moteur, ce qui empêche en partie de mettre un ventilateur dessus. Hein, voilà, donc on protège le moteur en dessous, mais on ne peut pas le protéger de la chaleur. C'est une pièce qui est réglable en longueur. Donc si vous mettez un moteur, là c'est un 36-50, si vous mettez un 36-60 par exemple, si vous êtes assez taré pour faire ça, vous pouvez reculer un peu le moteur. Quoi dire d'autre sur le moteur? Donc là on est évidemment sur une pièce entièrement en alu qui tient le moteur. On a donc, comme je disais, pas de... j'ai oublié le nom, pas de renfort de l'autre côté du châssis en fait pour maintenir la couronne. Mais en soi, on n'a pas plus de jeu que sur un autre, avec un renfort de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est assez bien géré, en sachant que l'axe, de toute manière, il est maintenu sur le support moteur. Donc bon, à moins de tordre le support moteur, il y a quand même peu de chances que le parallélisme entre l'axe du moteur et l'axe de la couronne soit défaillant à un moment. Faut vraiment taper fort, à mon avis, et voilà. Je pense pas que ça puisse arriver à qui que ce soit. Bon, par contre, ce qui est chiant, permettez-moi l'expression, de ce système-là, c'est qu'on a la batterie qui vient se caler là, qui est quand même sacrément pas loin de la poulie. Voilà, donc moi, ça me fait pas spécialement peur, mais quand on met la batterie, voilà, on est quand même vraiment pas loin de la transmission, quoi. Et on n'a rien surtout pour protéger la transmission primaire de la batterie, et inversement, la batterie de la transmission primaire. Donc à part un bout de mousse, enfin 2 bouts de mousse et un petit retour, voilà. Alors, le support de cerveau, c'est tellement what the fuck. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, quand la direction agit, le cerveau bouge. Il a du mal à rester au neutre. Ou plus simplement, cette pièce, si je me mets en face c'est mieux, cette pièce qui tient le cerveau est très souple. D'où le fait que je me suis permise de virer directement le sauve-cerveau, hein, parce qu'à un moment donné, on va pas... Hein, voilà. Sachant que de toute manière, sur un 10e piste, on peut allègrement se passer du sauve-cerveau. Voilà, il n'y avait pas de raison. C'est une pièce, donc cette pièce en plastique là, qui est tenue par 3 vis en dessous, ces 3 vis là, c'est une pièce qui existe en alu. C'est, à mon avis, une des pièces les plus importantes à acheter. Parce que, justement, le support de cerveau est très souple. Voilà. Donc, à mon avis, c'est vraiment une des pièces les plus importantes en option. Voilà. Là, on a un petit cache-câble que j'ai mis en dessous, là, que j'ai mis sous
sous le récepteur. Bon, c'est assez anecdotique, hein, si vous espérez pouvoir mettre tous vos câbles dedans proprement, on y arrive, hein, mais moi il a fallu que je plie les câbles sur eux-mêmes 20 fois, enfin c'est assez, voilà, si vous avez la possibilité, vous cassez pas la tête avec ça, c'est pas une pièce très très importante. On a un pare-choc avant, enfin le support du pare-choc en mousse, donc le pare-choc en plastique on va dire, est tenu par 3 vis sur le devant du châssis. Il existe en 2 formes. Il y a la forme profilée comme ça, qu'on vous conseille de mettre d'origine, et la forme standard, un peu moins profilée, qui à mon avis est un poil plus légère. Je ne sais pas par contre si ça joue sur l'accroche de la voiture. Je pense pas que le modèle profilé comme ça soit suffisamment profilé pour ajouter du grip à la voiture. Si je le mets en face, c'est mieux. Donc les 3 vis de maintien et le pare-choc profilé. Voilà. Donc sur la notice là, on est aux pneus. Alors d'origine, les hexagones de roue 12 mm sont en plastique. Me demandez pas pourquoi ils n'ont pas mis de modèle en alu, parce que sur le TT02 SR, c'est le cas d'origine. Donc c'est aussi une option que je conseille. Par contre, faites attention à là où vous achetez vos écrous, parce que si l'empreinte de la goupille est trop forte, l'hexagone de roue va venir écraser les roulements et bloquer la roue. Ce qui fait que les rondelles de calage qui sont de chaque côté du cardan d'origine, donc hop, je vais vous montrer ça. Donc quand on monte les cardans, on va monter cette rondelle là, MC7, qui est une rondelle de calage de 0,1 mm, et on va monter la même, de l'autre côté. Entre la goupille et le roulement. Le problème, c'est que ces rondelles de calage là, si vous montez des hexagones de roue en alu, elles vont venir écraser les roulements et bloquer les roues. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai passés à l'intérieur de chaque côté de la petite cale en plastique qu'il y a entre les deux roulements. Donc, en gros, il faut savoir que sur une voiture RC, en 1/10, en général et en piste très souvent, entre les deux roulements dans la fusée, il y a une cale en plastique qui évite au roulement de s'écraser l'un sur l'autre. Enfin, de venir s'écraser quand on serre la roue. Dans 99% des cas, c'est une cale en plastique qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Sauf que c'est une cale en plastique, donc en fait quand vous la serrez, si vous serrez trop, vous allez l'écraser, les roulements vont se bloquer quand même. Voilà. Donc le fait de mettre les rondelles de calage à l'intérieur de chaque côté de cette rondelle en plastique, ça vous permet d'éviter, quand vous serrez votre hexagone de roue et votre roue, que les roulements viennent s'écraser l'un sur l'autre en fait, tout simplement. Donc voilà, si vous mettez des hexagones de roue en alu, faites attention à ça. Faites attention à ne pas écraser vos roulements à cause de MC7 de chaque côté de chaque côté de la fusée. Donc, pas de pneus d'origine. Par contre, vous avez des jantes en 24 mm, si je ne dis pas de bêtises, qui sont très jolies, qui sont d'une banalité relativement affligeante en réalité. Voilà. C'est des jantes, quoi. Voilà. Moi, j'ai pris des... Je crois que c'est LRP. Bon, un truc comme ça. Je ne sais plus. La particularité de ces jantes, c'est qu'en réalité, elles sont réglables en déport. Donc là, j'ai le déport minimum parce que c'est comme ça qu'on le préconise pour du 190 mm de large. Mais vous avez 4 réglages avec 2 mm d'écart à chaque fois. Donc ça vous permet de monter ces roues-là sur un châssis 190 mm avec une carrosserie de 200 mm par exemple. Voilà. Donc
Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien l'idée. Par contre, une fois qu'elles sont réglées, il faut les coller. Et une fois qu'elles sont collées, elles sont plus réglables. Donc vous les réglez qu'une fois. Hein. C'est pas du démontable, remontable, patin couffin. Une fois que c'est collé. Vous pouvez plus les démonter. Du coup là, on arrive aux fiches de réglage. Hop, j'essaie de. Voilà. On arrive aux fiches de réglage. C'est des fiches de réglage à peu près standard, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Ah oui, donc sur le train arrière, vous avez un réglage de pincement intégré avec une chape, enfin avec une biellette. Et ça, putain, merci mon Dieu, c'est quand même le turfu. Vous avez les mêmes porte-fusées triangle supérieur qu'à l'avant, donc c'est de la pièce standard, donc c'est de la pièce que vous pouvez avoir dans votre caisse à outils en un seul exemplaire, c'est pas gênant. Vous avez aussi un réglage, donc cette biellette là, elle vous permet de régler le pincement outboard. Vous avez aussi un réglage inboard, voilà. Donc c'est à ça que correspond la fiche de la notice qui se trouve là, et qui vous permet de régler le carrossage inboard. Carrossage, anti-plongée, patin couffin, comme sur toutes les voitures un peu haut de gamme. Donc les réglages de la tension de la courroie, c'est des crans, comme chez Free Racing et pas mal d'autres marques. Au niveau des différentiels, la table des ratios, donc d'origine vous avez le pignon 20 dents qui a un ratio de 6,5. Moi je suis passé sur un pignon de 25 qui me permet d'avoir un ratio de 5,254. Le module 0,4, du coup je pensais que c'était du 48, je sais plus si c'est exactement la même chose ou pas. Enfin bon, le module 0,4 là, puisque c'est marqué 0,4, c'est impossible d'avoir un ratio de 5,2. Le ratio le plus petit, ça va être 5,6. Voilà. Donc je suis pas super fan de la couronne qui est livrée d'origine pour le module 0,4, qu'il faudra à mon avis changer pour une couronne vraiment plus petite, au moins équivalente à celle du module 0,6. Donc là on nous explique comment mettre la puce, si tant est que ce format de puce existe encore. On nous explique comment jouer avec sa voiture radiocommandée, les causes et problèmes et remèdes, voilà, au cas où vous avez des problèmes a priori plutôt électroniques. J'ai pas lu le machin, hein, dans l'ensemble, c'est pas le genre de truc qu'on lit, ou enfin on le lit une fois quand on a son premier modèle réduit. Là, je vous cache pas que ça va. Si j'ai un problème avec ma voiture, je devrais savoir à peu près d'où ça vient. L'ensemble des grappes, donc moi ce que je vous conseille, évidemment comme dans tout modèle réduit, c'est d'avoir au moins une grappe de triangle, une grappe de fusée, porte-fusée, enfin de porte-fusée. Voilà, dans l'ensemble, je pense pas, peut-être la grappe GV qui est la grappe du différentiel. Des différentiels, franchement, je suis pas sûr que ce soit si fragile que ça. Donc prenez-en peut-être, prenez-en de quoi réparer un différentiel, mais il y a quand même assez peu de chances que vous le cassiez. Voilà, donc ça c'est le fameux pare-choc en plus de celui-ci, qui n'est pas équipé de déflecteur là en dessous. Là, on voit bien la différence de taille entre le module 0,6 et le module 0,4. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Donc là tout de suite, les pièces qu'il y a dessus sont, enfin les plastiques sont vraiment des plastiques haut de gamme. C'est-à-dire que là on est quand même sur du très dur en termes de rigidité.
Voilà, c'est pas du plastique conventionnel, c'est pas de l'ABS Tamiya standard. Il y a très très peu de pièces en ABS standard de Tamiya. Il y a ces pièces là qui évitent au support de carrosserie de se rapprocher l'un de l'autre. On a éventuellement, franchement, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces en plastique standard. J'en vois pas en fait. Il y a, à part ça, dans l'ensemble, ce ne sont quasiment que des pièces chargées fibres. Ce ne sont que des pièces chargées fibres. Voilà. Il n'y a pas de pièces. Peut-être le protège couronne. Voilà. Peut-être les supports de batterie, et encore je suis même pas sûr, parce qu'ils ont l'air bien gris mat, plus que noir brillant. Voilà. Je pense que 90% du châssis, 90% des pièces plastiques sont des plastiques chargés fibres. Hein. Il y a très très peu de pièces en ABS standard. Voilà. Pour les options, donc, comme je vous disais, on a les cellules en alu. Donc ça, c'est pas des options officielles Tamiya, hein, vous allez trouver ça chez GPM, entre autres. Vous avez le support de direction. Si je ne dis pas de bêtises, vous allez le trouver chez Tamiya, il me semble. Vous avez le support de cerveau en alu, disponible chez Tamiya pour une trentaine d'euros, disponible chez GPM pour une vingtaine d'euros. Là, il y a marqué Tamiya dessus, l'autre, il y a marqué GPM. Voilà. Je vous cache pas que moi, si je le prends, et je vais le prendre, je prendrai sûrement le Tamiya parce que le bleu Tamiya et parce qu'il y a marqué Tamiya dessus et que c'est plus joli. Voilà. Après, le GPM, je pense qu'il fait totalement le taf. Hein. On a les supports d'amortisseurs en carbone. Voilà, pareil, vous avez les options GPM à 20 balles ou 30 balles la paire, et vous avez les Tamiya à 20 ou 30 balles pièce. Voilà, donc ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai pris le parti de ne pas les monter pour le moment, c'est-à-dire que tant que ça casse pas, j'ai pas de raison de le changer, donc je le changerai pas. Voilà, dans l'ensemble, je vais garder mon châssis comme il est d'origine le plus possible. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui me contrarie pour que je change. Et c'est vrai que le support de cerveau, ça me contrarie un peu. Il y a les barres anti-roulis. C'est un kit dédié au TA08 Pro avec des barres anti-roulis qui tournent sur roulement. Alors, j'ai appris qu'il y avait des barres anti-roulis qui tournaient sur roulement sur ma Sakura S64. Voilà, je ne pensais pas que des marques mettez des roulements au niveau des barres anti-roulis. Voilà, je trouve ça complètement what the fuck, surtout que sur ma Sakura, la barre anti-roulis est anecdotique. Hein, elle est là juste pour dire qu'il y a une barre anti-roulis. Elle doit faire 0,8 mm d'épaisseur. Voilà, donc je trouve pas ça super efficace et super utile. Voilà. Enfin voilà, à mon avis, sur la Sakura, ils auraient mieux fait de virer les roulements et de faire mieux au niveau du palier central. Évidemment, je vous montrerai la Sakura S64. Je ferai à peu près le même genre de vidéo pour vous expliquer la voiture. La prochaine, ce sera sûrement la TT02 SR. J'en profiterai peut-être pour faire un petit nettoyage dessus. Parce que en fait, le TA08 vient de... c'est un mélange de plusieurs modèles, en fait. Donc, il y a une base qui est propre à ce châssis-là, le châssis lui-même. Le reste, enfin, une partie de ce châssis provient d'ailleurs. En particulier, les différentiels. Les courroies, les porte-fusées, enfin les étriers, pardon, enfin les porte-fusées du coup, parce que là il n'y a pas vraiment d'étrier, les triangles supérieurs, je crois que les inférieurs aussi. Voilà, donc on est sur un châssis qui est quand même un mélange de plusieurs châssis
qui est déjà un mélange de plusieurs châssis. Ce que je trouve admirable de la part de Tamiya, du coup, puisque ils rentabilisent leur moule avec des modèles haut de gamme, ou moyen de gamme, on va dire. Moyen de gamme pour le TA08, haut de gamme avec les TRF. Mais c'est les mêmes pièces, donc du coup c'est cool d'avoir des pièces haut de gamme de base sur le TA08, venant de modèles, clairement supérieurs en gamme. Voilà, je vous dis ça parce que quand on va parler du TT02 SR, je vous donne pas le prix, mais vous allez voir qu'on est quand même pas loin. Et on est sur les mêmes, on est sur à peu près le même délire, quoi. Bref, on revient aux options. J'aime bien digresser, hein, vous avez vu, c'est un truc de malade, quoi. Donc en alu, Tamiya, on a renvoi de direction, support de cerveau. En carbone, on va trouver les supports d'amortisseurs. Et après, en option, en général, on va trouver le kit de barre anti-roulis, les ressorts d'amortisseurs, évidemment. Voilà, après, c'est les options standards qu'on a sur toutes les voitures. Et comme je vous disais, les barres anti-roulis se montent sur roulement, ce que je trouve complètement what the fuck. En pièces chinoises, on va pouvoir monter les cellules alu, le support de cerveau, une platine supérieure, pitché, faites pas ça. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, on a les supports d'amortisseurs en carbone que vous pouvez trouver en bleu, en gris, en noir, en rouge, voilà, en carbone, hein, carbone coloré. Pitché, faites pas ça. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de la voiture. Je ferai une vidéo avec du démontage de cellules lors de l'entretien des différentiels. Enfin, quoi qu'il en soit, dès que je fais un entretien sur la voiture, je le filme, comme ça j'alimente le sujet et comme ça vous aurez l'occasion de voir à quoi ressemble l'intérieur de la voiture, en particulier donc les différentiels et les amortisseurs, puisque je suis passé assez rapidement, en particulier sur les amortisseurs dans la dernière vidéo. Enfin, je suis passé rapidement dessus, c'est même pas que je suis passé rapidement dessus, c'est que j'ai même pas filmé mon montage, donc je suis un peu deg. Ça mériterait aussi quelques gros plans sur les différentiels. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, pas grand chose. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je m'en vais faire le montage de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, sûrement sur le démontage des différentiels de celle-ci ou sur le TT02 SR. Voilà, j'insiste sur le SR parce que ce n'est pas un TT02 standard. Voilà, donc c'est la surprise. Je vous montrerai ça. Et si mon mec a la flemme de s'occuper de sa bagnole, je m'en occuperai moi. Comme ça, je vous la démonte en direct. Je vois ce qu'il a cassé dessus parce qu'à mon avis, il y a plein de trucs cassés. Et la dernière fois, il m'a cassé mon XC. Oui, il est pas gentil, mais je l'aime. Voilà, je le dis parce qu'il regarde des vidéos. Hein. En fait, je le force à regarder des vidéos. Je suis tyrannique, je sais. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo et pour peut-être le prochain sujet si on parle du TT02. Ciao, ciao!